Je passe la parole à M. François Huglet, coordinateur groupe d'études géopolitiques Paris, le grand continent. Vu d'ailleurs, c'est le thème. Je vous passe la parole, monsieur. Bonjour Monsieur le Président, merci pour votre invitation à participer au Conseil du Léman. Je m'appelle François Huglet, je suis donc responsable du programme Centre pour le groupe d'études géopolitiques qui a été fondé il y a à peu près 3 ans de ça à l'École normale supérieure à Paris. Et je vais vous parler dans cet exposé, en essayant de tenir les délais, d'une note de travail que nous publierons lundi prochain avec une préface du ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, Jean Hasselborn, et qui traite justement de cette question de la gestion de la crise dans les zones transfrontalières, avec un point d'étude particulier sur le fédéralisme allemand, qui a eu une fonction assez exemplaire dans la gestion de la crise en Allemagne. Donc ça s'appuie sur une vingtaine d'entretiens que nous avons menés dans les 3 derniers mois, avec une vingtaine de responsables de régions et d'eurorégions d'une douzaine de pays européens, et plus largement dans une approche que nous menons depuis février pour essayer de cartographier la crise et de comprendre les enjeux géopolitiques de la pandémie. Donc, je vous propose de considérer un territoire schématique qu'on peut se représenter ici à la frontière franco-allemande, un territoire qui est transfrontalier, qui est représenté par cet espace grisé au milieu du schéma, avec des disparités locales dans l'évolution de l'épidémie et puis des flux de transport divers. Sachant qu'en Allemagne, bien sûr, du fait de la structure fédérale, vous avez des différences entre plusieurs régions qu'on représente ici par cette frontière en pointillé. D'une part, en France, par exemple, gestion très centralisée, donc des décrets qui sont mis en œuvre par des arrêtés préfectoraux. De l'autre, et ensuite, il y a un petit peu le même schéma, une législation partiellement ou entièrement fédérale avec une exécution entièrement régionale. Et donc seulement la gestion des frontières qui reste une compétence unique du fédéral. Ça veut dire qu'en pratique, les mesures sont mises en place sous forme d'ordonnances dans les différentes régions, avec une coordination volontaire qui se fait en Allemagne sous la forme d'une instance très, très importante et symptomatique de cette crise, qui est la conférence des ministres-présidents, qui a donc une fonction de coordination globale. Et bien sûr, il y a, en addition de ça, encore diverses mesures au niveau communal. Ces mesures en Allemagne ont toujours été possibles, alors qu'en France, elles ont été souvent cassées par la justice parce que les communes ne disposaient pas des compétences correspondantes. Ça a donné donc 2 bilans très contrastés quand on compare les 2 pays, et quand on compare globalement les États centralisés à ceux qui le sont beaucoup moins ou qui sont totalement fédéraux. D'une part, un vrai problème de légitimité locale avec cette idée que Paris décide et que donc les territoires n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre, un manque de souplesse du fait que toutes les mesures étaient plus ou moins homogènes sur tous les territoires. Mais par contre, on a vu en France une attitude relativement constructive vis-à-vis des zones frontalières en comparaison d'autres pays, avec notamment un bon travail de beaucoup de préfectures pour traiter de la coopération avec les autres États voisins. Du côté allemand, on a naturellement une plus grande transparence, des retours d'expérience plus rapides, des mesures aussi plus proportionnelles puisqu'elles étaient directement adaptables sur les territoires, mais qui ont aussi donné lieu à une grande hétérogénéité et à certaines crispations du fait notamment de l'attitude de certaines régions. Et si on s'intéresse plus directement aux fermetures de frontières, on observe une sorte de géopolitique interne qui est assez intéressante. Donc, globalement, la population des zones transfrontalières, la population donc directement exposée, celle qui va au travail de l'autre côté de la frontière, est en général défavorable à ce que ces frontières soient fermées pour des raisons évidentes. En revanche, dès qu'on s'éloigne un petit peu de la zone frontalière immédiate, apparaissent des craintes, par exemple vis-à-vis des clusters à l'étranger ou vis-à-vis de certains flux de personnes, qui peuvent mener à une attitude beaucoup plus crispée sur la question frontalière et donc à des demandes de fermeture. En fonction de l'endroit où les capitales régionales se trouvent, donc plus ou moins près de la frontière, on obtient des pressions différentes sur l'échelon fédéral et des accords politiques, eux aussi différents. La question se pose beaucoup moins dans un système centralisé où, de manière générale, les remontées du terrain sont prises en compte de manière souvent plus parcellaire et en tout cas sans avoir cette possibilité de pression régionale très claire. Ça donne des résultats contrastés, avec des frontières, c'est ce que je représente ici en vert, qui restent ouvertes dans certaines zones, par exemple la frontière entre l'Allemagne et la Belgique, alors que dans le même pays, certaines frontières sont totalement fermées. On l'a vu par exemple à un moment donné avec la frontière franco-allemande ou au niveau de la Bavière. Du côté des États centralisés, on a une tendance à observer des mesures de restriction des libertés qui ne prennent pas tellement en compte les spécificités des territoires et qui donc vont imposer des limitations importantes dans les zones transfrontalières, indépendamment de la région.
Là, dans ce genre de situation, le rôle des eurorégions ou des institutions transrégionales, telles que par exemple le Conseil du Léman, est de deux types globalement, si on observe l'ensemble des situations européennes. D'une part, un rôle de coordination entre les exécutifs et d'autre part, une fonction de point d'entrée, de point d'information pour les citoyens. Ça nous donne un bassin de vie qui a un bilan qui, pour la première vague en tout cas, était souvent assez préoccupant pour les habitants. Un territoire de vie qui a été brutalement coupé en deux ou en trois. Une réaction souvent hétérogène, malgré un vrai effort de coordination, mais qui malgré tout manquait de mutualisation des moyens. Et puis, surtout peut-être, si on pense ça à long terme, une absence de contrôle des citoyens sur des décisions qui pourtant les affectent directement, qui sont parfois celles de l'État voisin, mais qui malgré tout ont un effet direct sur leur vie. Ce que je propose et ce que nous proposons dans ce rapport, c'est de penser maintenant une organisation plus subsidiaire de bassin. Alors j'utilise le terme de subsidiarité plutôt que celui de décentralisation ou déconcentration de manière tout à fait voulue, parce que ça représente bien cette idée d'une délégation et d'une consultation plus importante des pouvoirs locaux. L'idée, c'est donc de donner plus de capacités, plus de compétences aux eurorégions, de les consulter de manière régulière et de permettre une participation des citoyens plus importante. Ça passe naturellement par un changement d'approche de la coopération frontalière. Et peut-être que je peux insister là-dessus pour dire que c'est vraiment le principal message que je voudrais faire passer aujourd'hui. On a eu jusque-là une coopération frontalière qui, dans la plupart des régions, était axée sur des projets de moyen long terme, sur une coopération économique et culturelle. Et avec le Covid, on a vu apparaître des fonctions de coopération beaucoup plus opérationnelles, beaucoup plus spontanées, qui, à notre avis, méritent maintenant d'être opérationnalisées et institutionnalisées de manière plus importante. À terme, évidemment, l'objectif est d'atteindre une gestion plus subsidiaire des bassins de vie. Pour ça, nous faisons 4 propositions, dont je vais vous présenter ici les 2 premières, qui, je pense, vous intéressent le plus directement. La première, c'est de structurer ces efforts au niveau européen en pensant une charte européenne qui réaffirmerait l'importance de la subsidiarité et de la prise en compte de l'échelon régional dans ce genre de situation. Ça passe aussi par la création de dispositifs de planification et coordination régionaux, avec toujours cette idée qu'une coalition par le bas et des bons plans de crise au niveau régional vont dissuader les pouvoirs nationaux de prendre des mesures qui seraient très désavantageuses pour les régions frontalières. Et la deuxième proposition que nous faisons, c'est celle de s'attacher davantage à cartographier les bassins de vie, à les identifier, afin de permettre une coordination à cette échelle, donc bien aux frontières des bassins de vie, et d'obtenir des mesures beaucoup plus proportionnées avec des compétences propres. Voilà, pour retrouver l'analyse complète et nos 4 propositions, je vous invite à vous connecter le lundi prochain sur notre site, legrandcontinent.eu, et pour retrouver ce rapport. Et puis, je suis ouvert à toutes vos questions si par ailleurs il y en a au cours de la discussion qui suivra. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour votre exposé.